messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans les maîtres du jeu. Après la Belgique, nous voici ici en France, plus précisément en région Champagne-Ardenne, dans la ville de Reims, à la rencontre d'un joueur dont les performances impressionnent de saison en saison, journée après journée, du haut de son mètre 97 et de ses 86 kilos. Edouard Mendy multiplie les bonnes prestations et surtout les bonnes notes. Et pourtant, c'est sur le tard qu'il a signé professionnel. C'est le club de Reims qui l'a révélé au grand public. Alors, un parcours assez atypique, mais Edouard Mendy fait l'unanimité autour de ses bonnes performances. Il est né d'un papa bissau-guinéen et d'une maman sénégalaise. En août 2018, il rejoint l'équipe nationale du Sénégal à la veille d'un match international contre Madagascar. 2 matchs joués avec les Lions, 2 clean sheets. Avec lui, l'adage qui dit que dans le foot, tout va vite, prend tout son sens. Aujourd'hui, nous sommes venus à sa rencontre, lui laisser le temps de nous conter son parcours et demander à ses coéquipiers de nous parler de ses qualités. Les maîtres du jeu, Hamza Diallo, Mamfa Koundé. Playing on the track. Ça va et vous? Et la santé? Un peu mieux. Hier c'était un peu, mais là ça va mieux. D'accord. Une petite grippe, ça arrive de temps en temps avec la fatigue, l'enchaînement des matchs? Ouais, et puis surtout le temps ici à Reims. Donc on fait avec. D'accord. Et comment vous appréciez cette ville de Reims justement? Bien, très bien. On s'y fait. C'est pas loin du Havre, donc ça me permet de faire quelques allers-retours pour voir ma famille. Ça permet aussi à ma famille de venir ici me voir. Donc on va dire qu'on a trouvé le bon compromis. Très bien. Alors, votre famille finalement est installée au Havre? Oui, c'est ça. Nous, moi je suis natif du Havre, mais mes parents ont toujours habité au Havre depuis qu'ils sont arrivés en France. Bien. Mais sinon, en dehors de ces expéditions entre le Havre et Reims, il vous arrive quand même de vous promener dans la ville, de vous, voilà. Oui, bien sûr. Cette ville, comment bien vous sûr, l'appréciez? je pense qu'on a quand même une ville assez belle en termes d'architecture. Donc on peut aller au niveau de la place d'Erlon ou au niveau de la cathédrale. On peut voir de beaux monuments, donc c'est toujours plaisant à voir. Très bien. Alors du coup, on va vous épargner quand même la visite de la ville parce qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes un peu fatigué. Mais on vous propose, comme d'habitude dans les maîtres du jeu, la carte postale en nous servant des repères que Edouard vient de citer. Donc la carte postale de Reims dans les maîtres du jeu. Merci encore Edouard de nous recevoir ici au centre de vie Raymond Kopa. C'est parti. Reims est sans doute connu parce que le champagne est une de ses spécialités. Des caves par milliers et des millions de bouteilles qui y transitent nous apprennent qu'un bon champagne demande 3 à 4 années de vieillissement, tandis qu'un champagne millésimé demande 5 à 10 années de vieillissement. Reims est une ville riche en histoire. La cité a été détruite en quasi-totalité suite à la Première Guerre mondiale. Plus de 300 obus sont tombés sur cette merveille architecturale qu'est la cathédrale de Reims. Il a fallu 20 ans de reconstruction après la fin de la guerre en 1918. Et pour l'anecdote, 33 rois de France ont été couronnés ici à Reims, dont 25 dans la cathédrale actuelle.
Ce n'est pas pour rien que la ville est surnommée la Cité des Rois. Reims est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la cathédrale et les paysages de Champagne. Notre visite nous emmène au Palais du Thau, le musée qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Il s'agit de l'ancien palais de l'archevêque de Reims et le lieu de séjour des rois de France lors de leur sacre. L'histoire, oui, les loisirs aussi. Dans le centre-ville de Reims, il y a la rue de Vesle, le paradis pour les amoureux et amoureuses du shopping. C'est l'une des rues emblématiques de la Cité des Sacres. On la connaît notamment pour ses mythiques galeries Lafayette. Il y a la place d'Erlon. Restaurants, bars et autres boutiques donnent une ambiance festive à l'endroit, surtout quand le soleil pointe son nez. La ville de Reims est vite aussi au rythme des va-et-vient de son tramway. Un tramway qui a emprunté dans son design à l'autre élément du patrimoine de la ville, le champagne. À Reims, le nez des citadins d'Alston est en forme de flûte à champagne aux couleurs acidulées. Rose, violette, jaune, bleu, verte. Au stade de Reims, au-delà d'avoir des bons joueurs de foot, ce qu'on veut, c'est des hommes qui nous accompagnent dans notre aventure humaine. Et Dou est arrivé ici, il était un petit peu en attente sur sa carrière professionnelle. On lui a donné la possibilité et la chance de pouvoir intégrer le groupe professionnel, et ensuite avec son travail, il a fait les performances qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, le Stade de Reims est très attaché aux gardiens africains. Aujourd'hui, il a fait sa propre place dans l'équipe du Stade de Reims avec toutes les performances qu'on lui connaît. Édouard, c'était mon premier choix fort, puisque quand j'ai repris l'équipe, j'ai décidé de l'installer en numéro 1, en titulaire. Donc il a débuté par cette saison en Ligue 2, où il a battu tous les records avec l'équipe, notamment sur les aspects défensifs, puisqu'on a été élu meilleure défense de Ligue 2. Et puis à travers ça, il a fait des performances de haut niveau, que ce soit pour garder son but inviolé. Non, depuis le début que je suis ici, Edo il confirme mes prouesses d'entraînement et de jour en jour. Ce qu'il arrive à faire, si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui par rapport à ses performances. Et c'est par rapport aussi qu'il a réussi à intégrer la sélection sénégalaise et à pouvoir s'imposer aussi pour le moment dans cette équipe les deux équipes en fait. Franchement, oui, c'est mérité. Il a pas volé sa place et il fait beaucoup d'efforts pour gagner sa place de titulaire, que ce soit avec nous au Stade de Reims et avec la sélection. Et on voit qu'il est à l'aise avec la sélection et c'est plaisant. Énormément progressé, les qualités il les avait évidemment. Il a beaucoup travaillé ici avec notre entraîneur des gardiens pour aujourd'hui atteindre le niveau de performance qui fait qu'il est découvert par une grande partie du football français et international. C'est un garçon qui a eu un parcours atypique, puisque c'est un garçon qui a vécu en effet un centre de formation, mais ensuite, de par parcours de vie un peu plus difficile, il a connu différentes expériences qui l'ont endurci. C'est un garçon qui arrive un peu plus sur le tard. Franchement, après, il a un très bon jeu au pied. Très bon réflexe aussi sur sa ligne et il est serein. C'est quelqu'un qui panique pas et peu importe les ballons qu'on va lui mettre, on sait qu'il va pouvoir les ressortir tranquillement et sereinement. Il est assez grand, il est assez imposant et c'est un joueur complet malgré sa taille. Il descend rapide sur les balles au sol. Donc on va dire que c'est un gardien complet. Ouais. C'est pour ça qu'il arrive à bien confirmer cette saison en Ligue 1. C'est un garçon qui a une énorme souplesse, c'est un garçon qui a une énorme envergure. Donc c'est très intéressant pour un entraîneur. Edo, il en est à sa première année de Ligue 1. Il a un niveau de performance qui est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on lui a fait un beau contrat et on l'a prolongé. Et nous, dans notre esprit, on comprendra très bien qu'Edo aille voir ailleurs un jour. Et je pense que sa place est plus dans un club anglais d'ailleurs que dans un club français avec les qualités qu'il démontre. Mais pour l'année prochaine,
Pour nous, les choses sont très claires. On souhaite que Edouard joue avec nous l'année prochaine. Il est content d'être en sélection, parce qu'à chaque fois qu'il y va, il est content. Et quand il revient aussi, il nous raconte comment c'est passé là-bas. Donc il est content d'être en sélection. Et ces derniers temps, en plus, il a pu jouer. Donc c'est une grande fierté pour lui de pouvoir être le gardien de l'équipe du Sénégal. Il lui tenait à cœur de jouer pour une sélection, notamment vis-à-vis de son papa. Il avait aussi cette possibilité de jouer pour le Sénégal, et sans vouloir être désagréable avec qui que ce soit, on sait quand même que le Sénégal a des performances supérieures. Et donc quand il a eu la possibilité d'aller au Sénégal, aujourd'hui, il me parle du Sénégal comme s'il y avait passé toute sa vie. Mais je crois qu'en plus, et on sait l'accroche qu'ont les Africains par rapport à leur famille, c'était très important pour sa famille et pour lui de montrer à sa famille qu'il portait haut les couleurs du Sénégal. Encore une fois, comme vous avez eu à découvrir Edouard Mendy un peu au cours de cette journée, il est un peu malade, donc voilà, on n'a pas pu le déplacer en dehors du centre de formation. Mais Edouard, merci encore une fois de nous avoir accueillis ici au centre d'entraînement de Reims. Alors très rapidement, on va reparler aussi des performances. En décembre dernier, vous faisiez partie des meilleurs gardiens, en tout cas par rapport au nombre de clean sheets faits. Est-ce que vous êtes toujours devant, par exemple, un gardien comme celui de Arsenal? Est-ce que vous suivez un peu vos statistiques? Bah oui, bien sûr, je suis toujours les statistiques, c'est très important pour nous de regarder où on en est, surtout par rapport à des gardiens qui jouent dans des clubs très huppés. Donc oui, je fais toujours attention à ça. Après, je ne fais pas une fixation dessus parce que voilà, de finir des matchs sans encaisser de but, c'est une composante, ça ne dépend pas que du gardien. Le gardien a son importance, mais c'est un travail d'équipe. Donc je ne suis pas fixé ou focalisé complètement dessus. C'est sûr que de finir un match sans prendre de but, ça fait plaisir. Mais si on gagne 2-1, moi je prends quand même. On parle justement de 16 clean sheets avec le Stade de Reims. Pour Edouard Mendy, avec les 2 matchs du Sénégal où vous n'avez pas aussi encaissé de but, vous dites que vous n'êtes pas focus sur les stats, mais vous regardez quand même les notes de l'équipe chaque lundi pour voir si vous avez bien travaillé le week-end? Non, de toute façon, j'ai assez de recul pour savoir si je fais un bon match ou pas. Après, je débriefe aussi avec mon entraîneur des gardiens. Et on en discute aussi avec le coach et le staff. Donc non, je sais que voilà, si je sais directement si j'ai fait un bon match ou pas. Et voilà, les notes, c'est des gens qui nous les donnent et c'est leur appréciation, ça reste la leur. Alors Edouard, vous avez prolongé votre contrat, tout le monde le sait, récemment avec Reims jusqu'en 2022. On vous annonce aussi avec beaucoup d'insistance dans d'autres clubs, notamment Marseille. Même le président de Reims disait que peut-être vous êtes fait aussi pour la Première Ligue. Du coup, moi, je ne vais pas vous demander si vous allez partir à Marseille ou pas, mais par rapport à votre carrière de gardien, on sait qu'un gardien il peut jouer jusqu'à 40 ans. Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos perspectives? J'imagine que peut-être vous avez envie d'aller beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Oui, c'est je pense l'objectif de tout joueur professionnel qui est ambitieux. On a envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. Et ça passe par de très bonnes performances dans son club, comme moi qui suis à Reims. C'est très important d'être très bon, de montrer que voilà, on peut avoir son mot à dire dans une équipe plus cotée, on va dire. Tout à fait. Mais c'est clair que moi, dans mon plan de carrière, d'aller dans un club voilà, qui est beaucoup plus élevé que Reims, on va dire que ça fait partie exactement de mes plans. Très bien. Il y a des équipes qui vous font rêver en particulier? Rêver, non. C'est
de l'ambition, je me donne les moyens d'aller dans ce genre de club. Donc c'est vraiment des paliers que je passe, c'est des ambitions que je me fixe. Et voilà, comme je dis, je ne rêve pas. Si je veux aller dans ce club-là, je vais me donner les moyens d'y aller et tout faire pour y arriver. Très bien. S'il y a une grosse offre cet été, vous y réfléchissez malgré la prolongation? Oui, je pense que de toute façon, la prolongation, elle est dans ce sens-là. Je pense que les dirigeants ont voulu me récompenser de mon début de saison en Ligue 1 et d'aussi ouvrir la voie à du plus long terme. Mais aucun des partis est fermé sur un éventuel départ ou quelque chose dans ce sens. Donc je pense que si voilà, il y a quelque chose de très bien qui se présente pour tous les partis cet été, on s'assiera autour d'une table et je suis dans un club où il n'y a que des personnes bienveillantes et intelligentes, donc je ne me fais pas de soucis. Alors, Edouard, on va remonter un peu le temps. Je sais que vous avez beaucoup parlé de ces temps de vache maigre où ça n'allait pas trop, notamment. Il y a eu un an de chômage. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parlez-nous un peu de votre parcours, comment ça a commencé et quand il y a eu ces moments difficiles, comment vous avez réussi à les gérer? J'ai commencé dans le club de mon quartier à Coquereville. Je suis resté jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, j'ai intégré le centre de formation du Havre. Et de là, j'ai fait une année au centre. Ensuite, je suis parti dans un club à côté du Havre qui s'appelait les Municipaux du Havre. Le centre de Havre ne vous avez pas retenu? C'est pour ça que vous avez quitté? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'arrivais à un moment de la formation, on se retrouvait à 3 gardiens. Il y avait Brice Samba qui joue actuellement au Stade Malherbe de Caen. Tout à fait. Et Zachary Boucher qui est actuellement au SCO d'Angers avec Cherchendoy. Et j'arrivais en 3e position. On me disait que j'allais avoir le moins de temps de jeu. Moi, je pensais que j'étais trop jeune pour ne pas jouer. Donc, avec le Havre, on a pris la décision de me garder la semaine aux entraînements pour bénéficier de la formation et qu'ils aient toujours un œil sur ma progression. Et le week-end, aller jouer aux Municipaux du Havre. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai arrêté les entraînements avec la formation du Havre. J'étais totalement aux Municipaux. Je suis resté ensuite plus de 3 ans aux Municipaux. Arrivé en senior, j'étais surclassé. J'ai fait une année. Ensuite, j'ai eu la possibilité de retourner au Havre avec la CFA. Mais j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai eu l'opportunité avec Karim Boukra, qui était aux Municipaux du Havre, de signer à l'AS Cherbourg, qui était en national. Donc c'était un palier de plus que le Havre. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai signé là-bas. J'ai fait 2 années en national, une année en CFA. Et après ces années-là, j'ai eu envie de changement. Donc j'ai pris contact avec un agent qui travaillait avec des clubs anglais et qui était bien réputé au Havre. Beaucoup de joueurs et de parents de joueurs me l'avaient recommandé. Donc je lui ai fait confiance et j'avais espoir de signer en Angleterre de ce qu'il m'avait affirmé. Il était sûr de par mon profil et mes qualités, donc je ne me faisais pas de soucis. Et malheureusement, le temps a passé. Durant ce mercato 2014-2015 et la nouvelle n'est pas arrivée. J'essaye de prendre contact avec lui et pas de nouvelles. Donc je commence à m'inquiéter et là le 31 août il m'envoie un message, il ne m'a même pas appelé, il m'envoie un message pour me dire qu'en Angleterre finalement ça n'allait pas le faire et que lui il avait repris contact avec le Havre Athletic Club pour que en attendant qu'il me trouve une solution, je retourne m'entraîner quotidiennement. Et voilà, j'ai fait cette année-là, c'était long. Mais à la fin de cette année, j'ai eu un appel d'un ami à moi qui jouait avec moi à l'AS Cherbourg, Ted Lavie, qui m'a contacté, qui m'a dit où j'en étais.
Donc moi, je lui ai répondu que j'étais encore dans la réflexion, que j'hésitais entre signer en CFA ou aller travailler parce que CFA, c'était pas du tout, avec tout le respect que j'ai pour cette division, c'était pas les objectifs que je m'étais fixés. Je pense que je m'étais donné les moyens de jouer plus haut. Donc vous avez pensé à un moment donné à arrêter le football? Oui, j'ai pensé à arrêter le foot parce qu'en plus, j'allais être père pour la première fois, donc j'allais avoir des responsabilités de nourrir un foyer. Donc c'était important pour moi de faire le bon choix. Et mon ami Ted Lavie m'a appelé. Il avait gardé bon contact avec l'entraîneur de la CFA de l'Olympique de Marseille. Il avait soufflé mon nom et ils avaient été intéressés par le profil. Du coup, j'ai été une semaine là-bas. Ça s'est très bien passé et j'ai signé un contrat d'1 an là-bas. Très bien. Mais dites-moi, quand souvent on regarde un peu votre historique, votre biographie, on a le sentiment que vous êtes allé signer à Marseille un contrat amateur, c'est ça? Oui. Mais un contrat amateur, vous n'étiez pas... Quand même, vous étiez payé. Oui, j'étais payé, mais... C'était pas gratuit. C'était pas gratuit, mais voilà, je sortais du chômage. Le contrat, ça volait pas haut, mais j'ai pris ce qu'on m'a donné et j'ai travaillé pour que voilà, plus tard, on me donne ce que je mérite. Et voilà, j'ai été toute l'année avec l'effectif pro. Ça m'a permis de progresser très rapidement. Ouais, de vous bonifier. De me bonifier, exactement, et d'acquérir une expérience avec des joueurs de niveau international que j'ai pu côtoyer au quotidien. Ouais. Avant d'en arriver à Reims, comment ils vous ont repéré? Pourquoi le poste de gardien de but? Parce que là... de base, c'était pas forcément ce que je voulais. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais sur le terrain, dans mon club à Cocrioville, c'est là que j'ai commencé. Après, souvent on dit comme milieu de terrain. Milieu de terrain et plus offensif. Mais bon, après, vous connaissez bien, quand on n'est pas très bon sur le terrain, le dernier poste qui reste, c'est dans les buts. Et moi, j'avais la chance d'être bon dans les buts. Un jour, mon entraîneur, le gardien n'était pas venu, le gardien qui jouait d'habitude. Le coach avait décidé de me mettre dans les buts parce que j'étais plus grand que les autres et ça s'était très très bien passé. D'accord. Donc lui m'a tout de suite dit que moi, ma voix, c'était dans les buts. Moi, j'étais pas... Le chant, c'est pas pour moi. Ouais, c'était pas pour moi. Ouais. J'étais pas trop d'accord au début, mais on a trouvé un compromis et je commençais les matchs dans les buts et dès qu'on avait une grande avance, je finissais sur le terrain. D'accord. Alors du coup, Marseille, Reims, comment ça se passe? Comment ça se fait? On arrive au mois de mai. Grâce à la bonne saison que je fais à Marseille, j'ai quelques sollicitations de clubs de Ligue 2. Donc on est pile dans ce que je voulais. Marseille, c'était vraiment un tremplin pour moi, l'idée de me relancer et d'aller en Ligue 2 pour continuer ma progression et acquérir du temps de jeu. Donc on était clairement dans ce que je voulais. Il y a plusieurs clubs de Ligue 2 qui m'ont appelé. Il y avait Ajaccio, Troyes, Le Havre et Le Havre, Reims. finalement. Oui, Le Havre finalement, quand on dit retour à l'envoyeur. Ouais. Donc voilà, j'avais le choix entre ces clubs-là. J'ai pris le temps de la réflexion. J'avais aussi Marseille qui me proposait un contrat de 2 ans, mais comme le club allait être racheté, ça prenait du temps à se matérialiser. Et j'ai eu le coup de fil du stade de Reims. J'ai eu l'entraîneur Michel Darzacarian. Mais ce qui a fait la différence, c'est le coup de fil avec l'entraîneur des gardiens, Sébastien Hamel, qui m'a mis très à l'aise directement, qui m'a vraiment montré un projet avec moi. Et le club venait de descendre de Ligue 1, avait pour projet de remonter tout de suite. Très rapidement, ouais. Donc c'est le projet qui me convenait le plus. D'accord. Mais au départ, vous n'êtes pas numéro 1 quand vous arrivez? Non, au départ, je ne suis pas numéro 1, ouais. Mais c'est exactement, c'est Yohan Carasso. Finalement, mais voilà, moi, c'est ce qu'on m'avait exprimé et voilà, et ce qu'on
qu'on m'avait montré dans le projet, c'était que j'arrivais pour apprendre et que si je gardais la même ligne de progression, que l'opportunité de jouer s'offrira à moi et que à ce moment-là, ce sera à moi de montrer mes qualités. Ouais, l'opportunité est arrivée, peut-être plus vite que prévu, avec la blessure du numéro 1, et puis donc vous prenez sa place. Et depuis lors, je pense que c'est au mois d'août. Hein. Ouais, c'est ça. Après, j'ai eu la chance de... Déjà, la première année, j'ai eu la chance de jouer le premier match. Car Johan prend un rouge au bout de 5 minutes. Donc c'était un baptême du feu. C'était la première journée de Ligue 2 et ça a été mon premier match en Ligue 2 et ça s'était très bien passé. Et ensuite, ouais, j'ai eu quelques matchs cette année-là. Mais l'année où vraiment je me suis imposé, c'est la saison dernière où voilà, le coach me lance dès le début de saison, me témoigne sa confiance. Et voilà, avec mon équipe, je pense qu'on a battu tous les records de Ligue 2. Ouais, on a surperformé. On a été au-dessus de la Ligue 2 et je pense que cette année a été une rampe de lancement pour celle de Ligue 1. Tout à fait. Alors on parle de vos qualités, les gens sont un peu impressionnés par votre niveau de maturité. Par rapport aussi à votre âge et puis surtout par rapport à la régularité dans les performances. Comment vous arrivez à maintenir ce niveau? Parce qu'une saison quand même est longue, il y a parfois des coups de moins bien et Edouard arrive régulièrement à maintenir ses performances. Comment vous réussissez à faire ça? Je pense que c'est un ensemble de choses qui font que j'arrive à maintenir cette régularité tout au long de la saison, que ce soit en club ou en sélection. On a tous les moyens mis à disposition pour avoir une très bonne récupération avec le staff médical et pour être prêt aussi avec la cellule performance. Okay. Mon entraîneur des gardiens aussi contribue à cette régularité. Après, il y a la remise en question, que j'ai fait un bon match ou un moins bon match. Je regarde toujours les matchs pour voir ce qui a été et ce qui a amélioré. Et j'essaye de travailler ça à l'entraînement ou justement de garder et améliorer les points forts que je peux avoir. Et la médiatisation, tout ce qu'il y a autour du football. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de Reims, tout de suite les gens pensent à Edouard Mendy. Vous êtes invité sur les plateaux, il y a voilà, tout un environnement nouveau à gérer. Comment vous gérez ça? J'arrive à gérer, on va dire, cette effervescence. Je pense que déjà au club, on est bien protégé. On fait attention à nous mettre, on va dire, en avant quand il le faut. Pas tout le temps, c'est vraiment séquencé, c'est vraiment filtré. Ensuite, voilà, moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je suis pas quelqu'un qui va, on va dire, qui va avoir le melon, qui va être pris dans l'emballement médiatique. J'essaie de garder cette humilité que j'ai depuis mon enfance et que j'ai développée avec l'âge, exactement. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est pas quelque chose que j'ai recherché finalement. Donc je fais avec. Ouais, on parle de vous comme d'une personne très disponible par rapport aux médias et ça, je peux en témoigner puisqu'en sélection aussi, je vous ai vu après les matchs être très disponible à l'endroit des médias locaux. Donc, en fait, vous y allez sans trop réfléchir, sans trop vous prendre la tête. Non, pas. Je pense que c'est naturel. Voilà, c'est naturel. On est joueur de foot et les gens sont là pour nous poser des questions. Notre travail aussi, c'est d'y répondre. Après, c'est vrai que moi, je suis à l'aise avec ça. Qu'on perde ou qu'on gagne, j'irai toujours vers les médias parce que
voilà, je pense que ça fait partie aussi de notre métier. La 4G Plus est arrivée! La 4G Plus, c'est l'innovation d'Orange qui va te décoiffer. Orange s'engage à vous faire vivre une expérience Internet mobile hors du commun avec l'arrivée en exclusivité de la 4G Plus au Sénégal. La 4G Plus d'Orange, c'est une connexion Internet 2 fois plus rapide que celle de la 4G sur le meilleur réseau du Sénégal. Pour en profiter, c'est simple. Il suffit d'avoir une puce 4G d'Orange, être dans une zone couverte et avoir un téléphone compatible. Si vous avez encore une puce 3G, rendez-vous en agence pour la changer gratuitement et vivre une expérience hors du commun. Pour jouer, regardez vos vidéos et partagez votre musique avec la 4G Plus d'Orange dans votre mobile. Pour plus d'infos, rendez-vous sur orangesengage.sn. Alors parlons de cette équipe du Sénégal, de cette sélection aussi, puisqu'on est là pour ça, avec cette décision que vous avez prise de rejoindre, peut-être cette sollicitation en tout cas à laquelle vous avez répondu favorablement, de rejoindre cette sélection à la veille, je pense, du match contre Madagascar, c'était en août 2018. En août 2018. Voilà, mais entre-temps, il y a eu aussi la Guinée-Bissau avec laquelle vous vous êtes entraîné. Parlez-nous un peu de cet épisode. En fait, c'est tout simple. Durant ma première année au Stade de Reims, même quand j'étais à Marseille, j'avais déjà des sollicitations de la sélection de Guinée que j'ai toujours déclinées. Ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, dans ma famille, voilà, mon père a eu un gros souci de santé et mon père est bissau-guinéen. Et en fait, moi, mon père, que je devienne joueur pro, ça a été une fierté, mais il me le répétait souvent que voilà, d'être international, ce serait vraiment pour lui la récompense ultime. Donc voilà, moi j'étais là la première année, je sais que j'avais pas forcément de temps de jeu, donc j'étais peu visible pour le Sénégal. Et j'ai eu mon père qui a eu un gros souci de santé, donc tout de suite moi j'ai vraiment été pris de peur de le perdre et qui parte sans vraiment avoir ce qu'il voulait de plus au monde, me voir avec un maillot de la sélection. Donc j'ai pas réfléchi sur le coup, honnêtement, et en plus j'ai eu une discussion avec un cousin à moi, Formose Mendy, qui évolue au Red Star, qui avait été sélectionné aussi par la Guinée-Bissau, qui m'avait eu par appel et qui m'a dit écoute, Edou, ça coûte rien, on y va et on verra. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'étais omnubilé par le fait que mon père me voit avec un maillot de la sélection, que j'y ai été, mais une fois arrivé là-bas, j'étais pas heureux du tout. J'étais pas heureux du tout parce que c'était pas là où je devais être. Ok. Et vous êtes parti en regroupement, c'est ça? Ouais, c'est ça, en regroupement. Ok. Et à la veille d'un match? Enfin, il y avait un... Non, il y avait un match programmé, mais finalement, il y en a pas eu. Le match n'a pas été... un match contre une équipe locale du Portugal. D'accord. Mais voilà, arrivé là-bas, en fait, vous vous êtes rendu compte que... J'ai pas eu l'étincelle. Et de toute façon, c'est quelque chose que je savais déjà, parce que quand on est pro, voilà, on aspire à jouer en sélection, et moi, l'appel que j'attendais, c'était celui du Sénégal. Okay. Et après une longue discussion, de toute façon, mon père, quand il m'a vu revenir du stage, il a bien vu que j'étais pas heureux, j'étais pas emballé, quoi. Emballé. Et il m'a dit, de toute façon, fais pas ça pour moi. Si tu dois le faire, c'est pour toi. Et moi, que ce soit Sénégal ou Guinée-Bissau, de toute façon, moi aussi, je suis les deux, je serais heureux. Ok, très bien. Et j'ai eu cet appel du Sénégal. Vous l'avez eu quand? Le sélectionneur à l'UCC est venu me voir contre l'Olympique Lyonnais. Et il est descendu après le match. Il m'a dit que ça faisait un moment qu'il me suivait, que voilà, il y a eu la Coupe du Monde qui partait sur quelque chose de nouveau, qu'ils avaient besoin du 109 et qui comptait sur moi pleinement. Donc c'était vraiment une fierté cette soirée, sachant qu'on avait gagné en plus 1-0. Donc on va dire cette annonce, c'était le bouquet final.
Et quelques semaines après, il y a eu le regroupement et justement, dès mes premiers pas à l'hôtel, je savais que c'était là où je devais être et j'étais vraiment heureux. Très bien, vous étiez heureux. Et comment s'est passée l'intégration au sein de la sélection avec les autres joueurs? Je pense que vous êtes resté 2-3 matchs, vous n'avez pas joué. Ouais, c'est ça, j'ai fait 3 matchs sans jouer. J'ai fait Madagascar et Soudan aller-retour, c'est ça. Donc, mais ensuite, comment vous avez vécu ces premiers pas au sein de la tanière? Je pense que c'était les premiers pas qu'il me fallait. De pas jouer tout de suite, ça m'a permis de m'imprégner de l'environnement de la tanière, de vraiment apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître le fonctionnement d'une sélection, apprendre aussi à connaître les exigences du coach au niveau technico-tactique. Donc ça a été vraiment, la rentrée dans la sélection, ça a été vraiment la meilleure possible. Et ensuite, dans la sélection, tout est accéléré. On se noue d'amitié rapidement avec, même de fraternité, j'ai envie de dire, avec les coéquipiers. Donc c'est vraiment positif. Tout va très vite. Il y a eu cette première titularisation, je pense, contre la Guinée équatoriale. Donc à l'extérieur, vous faites un clean sheet et on gagne 1-0. Et puis le deuxième match, ce sera contre Madagascar au stade Lat Dior de Thiès. Là aussi, vous faites un très très bon match d'ailleurs, parce qu'il y a eu des moments où voilà, les Malgaches se sont retrouvés, ont poussé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que Edouard Mendy a gagné sa place de numéro 1? Est-ce que vous le pensez que par rapport à la concurrence, quand même, vous avez un petit pas d'avance? Non, je ne pense pas que j'ai un petit pas d'avance, mais voilà, je pense que le coach met ses idées en place tout doucement. Ensuite, on est dans un moment j'ai envie de dire, où la tanière a 3 ou 4 très bons gardiens de haut niveau. Donc c'est des gardiens qui peuvent être alignés et changés sans problème. Je pense à Alfred Gomis, à Abdoulaye Diallo. Tout à fait. Il y a aussi Saïd Doussi qui était venu à un rassemblement. Je pense que on a un niveau homogène. Donc je pense que le coach l'a déjà dit, il a 3 gardiens numéro 1. Je pense que dans sa tête, c'est la vérité. Maintenant, il y a la vérité du terrain aussi. Le coach donne du temps de jeu. Maintenant, c'est à chacun de montrer ses qualités et de montrer qu'il peut jouer. Vous avez dit après le match contre Madagascar que vous avez été très bon dans le, comment on appelle ça, dans le jeu, dans le cœur de jeu. Et ça, c'est un débat au Sénégal qui nous tient en haleine depuis plusieurs années. Pour vous, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe du Sénégal? Je pense que la force de l'équipe du Sénégal, je pense que c'est la victoire passera que par le jeu. Je pense qu'on a des joueurs qui font partie des meilleurs au niveau mondial. Et si on veut se servir de ces joueurs, si on veut atteindre nos objectifs, c'est justement en se servant de ces joueurs. Et en se servant de ces joueurs, ça ne passera que par le jeu. Donc on se doit de faire du jeu, c'est ce que le coach demande, que ça parte de derrière, qu'on fasse des actions construites, qu'on respecte les plans de jeu. Et je pense que la victoire finale, elle ne passera que par ça. Et pour la prochaine CAN, on est très attendu, c'est normal, vous l'avez dit, on a des joueurs peut-être de classe mondiale, on a un groupe avec beaucoup de qualité, mais souvent j'entends aussi les joueurs dire que les réalités en Afrique sont différentes des réalités ailleurs. D'ailleurs, vous, est-ce que vous avez eu à le constater? C'est-à-dire quand vous allez jouer contre la Guinée équatoriale, quand vous venez en Afrique, au stade Léopold Sédar Senghor avec une pelouse très très moyenne, je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une différence par rapport à ce qui se fait ailleurs? Oui, c'est sûr. Après, on le sait.
on le sait, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Donc on se doit de, le coach nous le dit souvent, on se doit de faire abstraction de tout ça, de passer outre, de pas oublier qu'on, comme je lui ai dit, qu'on a des joueurs qui peuvent jouer dans les meilleures équipes du monde. Donc ça doit passer par ça. On sait qu'on doit hausser notre niveau de concentration parce que ce ne sont pas des pelouses faciles, ce ne sont pas des endroits faciles, mais on se doit d'élever notre niveau en tout point de vue. Et je pense que sur les dernières sorties, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que vous avez fait. Et donc, pour se projeter sur cette CAN, on en parle comme d'une CAN qui sera extrêmement difficile parce que toutes les meilleures équipes sont là. Il y aura certainement des surprises avec aussi ces supposés petits poussés. Bon, c'est une compétition à aborder avec un statut en plus, une pression certainement venant du peuple sénégalais. Je sais que vous serez tous très, très, très motivés. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire la différence pour que le Sénégal arrive comme vainqueur final? Je pense que l'état d'esprit sera primordial. Il faut qu'on tire tous dans le même sens, les 23. Qu'il n'y ait pas d'état d'âme entre ceux qui jouent et ceux qui jouent moins. Que vraiment la sélection et le drapeau soient au-dessus de tout. Que le remplaçant soit prêt à jouer, mais qui n'ait pas envie que l'autre se pète pour rentrer. Mais c'est le problème dans beaucoup de sélections. Et je pense qu'au Sénégal, moi en tout cas depuis que j'y suis, je pense que on a beaucoup avancé sur ça et l'état d'esprit est vraiment irréprochable en plus de la qualité du jeu qu'on propose. Très bien, et c'est ça qu'il faudra maintenir pour la CAN. Parce que la CAN, bon, c'est toujours plus facile quand on vient en sélection pour 2-3 jours, une semaine, mais quand on vit ensemble pendant 21 jours, c'est là où sont vraiment les appréhensions, les dissensions, voilà, parce que c'est une vie de groupe tout simplement. C'est une vie de groupe et c'est pour ça que je dis que l'état d'esprit sera primordial parce que il faudra vivre ensemble plus que, comme vous l'avez dit, 3-4 jours. Et voilà, il faudra être ensemble dans la victoire comme dans les moments de doute. Difficile, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens nous voient favoris. Moi, favori, il y a beaucoup de favoris. Le Maroc est favori, le Nigeria, le Cameroun tenant du titre est favori. Et l'Égypte qui organise à domicile. Pays organisateur. Après, il y a beaucoup de pays qui aiment se délester de cette pression, qui disent le Sénégal est favori, mais aujourd'hui, le Sénégal n'a rien gagné. Le Sénégal n'est pas plus favori que les autres. Le Sénégal n'est pas plus favori que les autres. Il est candidat au titre, il est candidat déclaré au titre et c'est normal, mais il n'est pas favori. Ce sera à nous de mettre tous les moyens en œuvre pour accéder. Edouard, quelles sont vos attaches avec le Sénégal? Vous avez parlé du papa bissau-guinéen, la maman sénégalaise, mais voilà, les attaches, le pays, le terroir, est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Après, moi, c'est vrai que quand je vais en vacances au Sénégal, ça dépasse pas une semaine, 10 jours malheureusement, mais quand j'y vais, j'aime bien voir ma famille, j'aime bien profiter. C'est vraiment le moment de l'année où je coupe de tout, où je me ressource et après je peux revenir en Europe gonfler à bloc pour la saison. Très bien, vous allez dans le sud ou vous restez à Dakar? Je vais à Dakar, après je vais aussi à Fatick, j'ai de la famille à Fatick. D'accord. Mais c'est vrai que je reste plus sur Dakar. Merci en tout cas, Edouard, pour nous avoir reçus ici dans les maîtres du jeu, ici donc au centre d'entraînement de Reims, Raymond Kopa. C'est ça, centre de vie d'ailleurs. Oui, centre de vie. Parce que tout s'y passe. Exactement, tout s'y passe, tout y est concentré, que ce soit la formation, les féminines, les bureaux administratifs et les pros. C'est vraiment un centre
vie, il y a du passage, il y a vraiment quelque chose qu'on essaye de créer, l'atmosphère familiale. Et je pense que depuis que vous êtes ici, vous avez croisé beaucoup de bon nombre de personnes. Donc, beaucoup de salutations, on se croirait au Sénégal. Exactement, ici on est très poli et ça fait partie des institutions, enfin ça fait partie de l'institution. Tout à fait. Merci en tout cas Edouard, on vous souhaite une excellente fin de saison, de rester aussi performant avec beaucoup de clean sheet et au plaisir de vous retrouver certainement à Dakar ou ailleurs. On remercie également Benjamin Parot qui est le directeur de communication du club de Reims qui nous a facilité évidemment ce travail. On remercie tous nos partenaires, comme à l'accoutumée, Orange, donc, qui est toujours présent. Live 6.9, donc vous aurez le numéro de téléphone en bas de l'écritel pour vos tenues. Et bien sûr, Absa, Lily Coiffure, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir.